C'est encore un de ces exercices difficiles que je vous propose parfois. Oublier nos catégories mentales, nous abstenir de juger et tenter de comprendre le succès d'une théorie complètement oubliée de nos jours, les tourbillons de Descartes. Nous sommes en 1644. Descartes est installé en Hollande où sa réputation, suite à la parution du discours de la méthode 7 ans plus tôt, lui a attiré une disciple prestigieuse, Élisabeth de Bohême. Elle est la fille de l'électeur palatin, obligé de s'exiler suite à ses déboires pendant la guerre de 30 ans. C'est à elle que Descartes dédie son œuvre la plus aboutie, les principes de la philosophie. Contrairement au discours de la méthode, Descartes a d'abord écrit en latin, pour être lu des savants. La traduction en français de son collaborateur et ami Claude Picot est parue 3 ans plus tard, sous le contrôle de Descartes. C'est celle que nous utilisons. Elle commence par l'exposé de la philosophie de Descartes, cette philosophie du doute, qui refuse de prendre quoi que ce soit pour argent comptant. Regardez quelques têtes de chapitre. Pour examiner la vérité, il est besoin, une fois dans sa vie, de mettre toutes choses en doute, autant qu'il se peut. Il est utile aussi de considérer comme fausses toutes les choses dont on peut douter. Nous avons un libre arbitre qui fait que nous pouvons nous abstenir de croire les choses douteuses et ainsi nous empêcher d'être trompés. Imaginez un peu, douter d'Aristote, douter de la scolastique, douter même de la religion tant qu'on y est. C'est un programme totalement révolutionnaire, celui que propose Descartes. Et quand on en vient aux applications, cela se gâte un peu. En troisième lieu, nous pensons que la matière du ciel est liquide, aussi bien que celle qui compose le Soleil et les étoiles fixes. C'est une opinion qui est maintenant communément reçue des astronomes, parce qu'ils voient qu'il est presque impossible, sans cela, de bien expliquer les phénomènes. Et, suite aux conséquences développées sur quelques pages, après avoir ôté par ces raisonnements tous les scrupules qu'on peut avoir touchant le mouvement de la Terre, nous pensons que la matière du ciel où sont les planètes tourne sans cesse en rond, ainsi qu'un tourbillon qui aurait le Soleil à son centre, et que ces parties qui sont proches du Soleil se meuvent plus vite que celles qui en sont éloignées, jusqu'à une certaine distance, et que toutes les planètes, au nombre desquelles nous mettrons désormais la Terre, demeurent toujours suspendues entre les mêmes parties de cette matière du ciel. Bon, s'il y a bien une intuition immédiatement sensible à tout un chacun, c'est celle d'un tourbillon dans un fluide. D'autant que, comme dans les détours des rivières, où l'eau se replie en elle-même et tournoyant ainsi fait des cercles, si quelque fétu ou autre corps fort léger flotte parmi cette eau, on peut voir qu'elle les emporte et les fait mouvoir en rond avec soi. Et même parmi ces fétus, on peut remarquer qu'il y en a souvent quelques-uns qui tournent aussi autour de leur propre centre, et que ceux qui sont plus proches du centre du tourbillon qui les contient achèvent leur tour plus tôt que ceux qui en sont plus éloignés. Et enfin que, bien que ces tourbillons d'eau affectent toujours de tourner en rond, ils ne décrivent presque jamais des cercles entièrement parfaits. Ainsi, on peut aisément imaginer que toutes les mêmes choses arrivent aux planètes, et il ne faut que cela seul pour expliquer tous leurs phénomènes. Oui, bon, donner une explication peut-être, mais rendre compte précisément d'une réalité, ce n'est pas encore gagné. L'important pour Descartes, c'est de bien préciser ce qui doit être accepté comme axiome.
Tout ce qu'on peut dire que j'ai supposé peut être réduit à cela seul, que les cieux sont fluides. En sorte que ce seul point étant reconnu pour suffisamment démontré par tous les effets de la lumière, et par la suite de toutes les autres choses que j'ai expliquées, je pense qu'on doit aussi reconnaître que j'ai prouvé par démonstration mathématique toutes les choses que j'ai écrites, au moins les plus générales qui concernent la fabrique du ciel et de la terre, et en la façon que je les ai écrites, car j'ai eu soin de proposer comme douteuses toutes celles que j'ai pensé l'être. Donc, si on admet que les cieux sont fluides, tout le reste en découle. L'univers tout entier est divisé en autant de tourbillons que d'étoiles. Chaque étoile entraîne des planètes dans son tourbillon, comme le fait le Soleil. Dans l'illustration de droite, vous voyez une sorte de chemin qui serpente entre plusieurs tourbillons. C'est la trajectoire d'une comète. Tout est en ordre. Il n'y a plus besoin d'invoquer de propriétés mystérieuses non expliquées, comme le faisaient les anciens. Ils ont tous supposé pour principe quelque chose qu'ils n'ont point parfaitement connu. Par exemple, je n'en sache aucun qui n'ait supposé la pesanteur dans les corps terrestres. Mais encore que l'expérience nous montre bien que les corps qu'on nomme pesants descendent vers le centre de la Terre, nous ne connaissons point pour cela quelle est la nature de ce qu'on nomme pesanteur. Ah, là, il faut reconnaître qu'il n'a pas tort. Depuis Aristote, on a pris l'habitude de faire appel à des notions que l'on ne comprend pas vraiment, et la pesanteur en est le premier exemple. Les scolastiques les appellent des opérations occultes de la nature, à la suite de saint Thomas d'Aquin. Écoutez le maître. Les agents supérieurs qui dépassent la nature des corps composés et des éléments ne sont pas seulement les corps célestes, mais aussi les substances supérieures séparées. Car le flux et le reflux de la mer ont lieu par l'influence de la Lune, en dehors de la propriété de l'élément de l'eau, non par une forme qui lui soit imprimée, mais du mouvement de la Lune qui lui imprime son mouvement d'aller et de venue. Certes, mais encore. Il nous faut examiner maintenant quel est ce principe intrinsèque permanent qui donne lieu à ces opérations. Or, il paraît que ce principe consiste en une espèce de puissance. On appelle puissance le principe intrinsèque qui donne action à l'agent ou qui la fait subir au sujet. Cette puissance, en tant qu'elle est rapportée au dernier principe qui donne la puissance à un objet, reçoit le titre et le caractère de vertu. Et vous le constatez, si les tourbillons de Descartes étaient faux, sa philosophie était tout de même un net progrès par rapport aux scolastiques, disciples de Thomas d'Aquin, et aux péripatéticiens, héritiers d'Aristote. On comprend que les résistances aient été nombreuses. Le livre que vous voyez est paru en 1675, 25 ans après la mort de Descartes. L'auteur est un prêtre de la congrégation de l'Oratoire résolument anti-cartésien. Au sein de la même congrégation, je vous ai eu parler de Bernard Lamy. Et lui, au contraire, s'était vu interdire de cours à Angers parce qu'il adhérait à la nouvelle philosophie. Comme quoi, Descartes divisait longtemps après sa mort, y compris au sein d'une même congrégation. Le titre est Les principes de la philosophie contre les nouveaux philosophes, Descartes, Rouault, Gassendi, etc. Et en effet, il y a bien fallu des disciples pour que la philosophie de Descartes se répande une génération après sa mort. Le Rouault, auquel Delagrange s'attaque immédiatement après Descartes, et avant même Gassendi, le voici. Le poème au-dessous du buste dit « Cet illustre cartésien, astronome et physicien, guidé par une raison sûre,
pénètre les secrets de la terre et des cieux, et, scrutateur de la nature, nous découvre à l'esprit ce qu'elle cache aux yeux. Il a laissé le souvenir d'un excellent pédagogue. Il organisait des conférences publiques, au cours desquelles il montrait des expériences de physique et emportait toujours l'adhésion de son auditoire. Son traité de physique de 1671 a connu de nombreuses éditions et traductions. Il est devenu en quelque sorte le manuel officiel de la science cartésienne. Un autre grand vulgarisateur est Nicolas Bion. Il a déjà fait un tour dans ses histoires comme ingénieur mathématicien du roi Louis XIV. Vous voyez la page de titre de la 5e édition de son Usage des globes célestes et terrestres et des sphères suivant les différents systèmes du monde. Notez que Bion est né 2 ans après la mort de Descartes. Le livre a connu 6 éditions entre 1699 et 1751. La 5e date de 1728, un an après la mort de Newton. On y trouve un exposé fidèle de la théorie des tourbillons mise à la portée de tous, agrémentée d'illustrations en net progrès par rapport à celle de Descartes. Admirez ici le tourbillon de notre bon vieux système solaire, agrémenté de 2 comètes avec leurs panaches, une de chaque côté du tourbillon. Le champion incontesté du cartésianisme est Fontenelle. Vous le voyez ici, jeune homme. Quand il publie ses entretiens sur la pluralité des mondes, il n'a pas encore 30 ans. Le livre est un grand succès. Le style est enjoué, simple, agréable. Il va fixer le standard de la vulgarisation scientifique pour les générations à venir. Le frontispice annonce une vision du monde résolument cartésienne. Le rideau s'ouvre sur une nuée de tourbillons, au centre desquels s'insère notre bon vieux système solaire. Fontenelle a dû à sa longévité d'être resté dans l'histoire comme le champion du cartésianisme. À 1 mois près, il serait mort centenaire. Entre les entretiens sur la pluralité des mondes, à gauche, et la théorie des tourbillons cartésiens, à droite, 66 ans se sont écoulés. En 1752, Fontenelle est un vieillard de 95 ans, et il reste encore l'un des derniers défenseurs des tourbillons de Descartes. Attachement à la théorie qui a fait son succès dans sa jeunesse? Peut-être. Nationalisme étroit, s'opposant aux théories venues d'outre-Manche? Il y a peut-être eu de cela chez certains cartésiens, mais regardez le sous-titre, avec des réflexions sur l'attraction. Et oui, la défense de Descartes contre Newton avait un fondement théorique, difficile à comprendre pour nous, qui se cristallisait autour de la notion newtonienne d'attraction universelle. Si le titre du chef-d'œuvre de Newton ressemble autant au Principia Philosophiae de Descartes, ce n'est pas un hasard. Newton a soigneusement étudié Descartes et il connaît parfaitement sa théorie des tourbillons. Les 2 mots rajoutés, mathématiques et naturel, sont mûrement pensés. Newton oppose à Descartes non seulement un traitement mathématique rigoureux, mais aussi un retour à l'observation de la nature, par une comparaison des déductions théoriques aux résultats d'expérience. La première édition des Principia a reçu son imprimatur le 5 juillet 1686. Le privilège des entretiens sur la pluralité des mondes est daté du 9 janvier, quelques mois auparavant. Rétrospectivement, il n'y a pas photo. La différence de profondeur, de rigueur, de puissance, de nouveauté nous paraît éclatante. Nous nous serions attendus à ce que la révolution scientifique apportée par les Principia
balaye toute l'Europe, démodant aussitôt Descartes et tous ses disciples, Fontenelle en tête. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Voici deux couvertures de livres. Celui de gauche est une édition française du traité de physique de Rowe, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous sommes en 1708, 21 ans après la parution des Principia. C'est toujours le cartésianisme qui fait la loi en France. Mais il n'y a pas qu'en France. Le livre a connu aussi une édition allemande et une édition anglaise. Les disciples anglais de Newton, toujours plus nombreux, peinent à imposer sa physique. C'est encore Rowe que certains enseignent à Oxford. Voyez l'image de droite. Le système de philosophie naturelle de Rowe, illustré avec les notes de Samuel Clarke, provenant principalement de la philosophie de Newton. Nous sommes en 1735, 8 ans après la mort de Newton. Et ses disciples, Clarke en tête, en sont encore à batailler en Angleterre pour faire prévaloir Newton contre Descartes. Oh, la première édition des Principia n'avait pas beaucoup aidé à contrer le système cartésien. Certes, Newton exposait son propre système de manière parfaitement rigoureuse. L'attraction universelle des corps, proportionnelle à l'inverse du carré de leur distance, et toutes les conséquences. Les trois lois de Kepler, les marées, la dynamique des fluides, les mouvements de la Lune et des satellites de Jupiter, jusqu'aux trajectoires de comètes sur cette illustration. Cela aurait dû suffire. D'autant qu'il était clairement démontré par la dynamique des fluides que la théorie des tourbillons ne pouvait pas être compatible avec les lois de Kepler. Ce n'est qu'à partir de la troisième édition que Newton accepte, sur l'insistance de ses amis, de rajouter quelques points sur les i. Les textes que je vais vous montrer sont issus de la traduction d'Émilie du Châtelet, parue en 1756, donc une fois la bataille gagnée, 70 ans tout de même après la première édition des Principia. L'hypothèse des tourbillons est sujette à beaucoup de difficultés, car afin que chaque planète puisse décrire autour du Soleil des aires proportionnelles au temps, la seconde loi de Kepler, il faudrait que les temps périodiques des parties de leur tourbillon fussent en raison doublée de leur distance au Soleil. Afin que les temps périodiques des planètes soient en raison sesquiplée de leur distance au Soleil, la troisième loi de Kepler, il faudrait que les temps périodiques des parties de leur tourbillon fussent en raison sesquiplée de leur distance à cet astre. Conclusion. Les tourbillons sont compatibles soit avec la seconde loi de Kepler, soit avec la troisième, mais certainement pas les deux. Les tourbillons ne sont pas plus compatibles avec ce que l'on observe des satellites de Saturne et de Jupiter, encore moins avec la régularité des comètes. Les comètes, dit Newton, sont transportées par des mouvements très excentriques dans toutes les parties du ciel, ce qui ne peut s'exécuter si on ne renonce pas aux tourbillons. Fort bien. Mais si Newton démontre parfaitement ce qui pèche dans le système des tourbillons, il est aussi conscient de son propre talon d'Achille, la gravitation. J'ai expliqué jusqu'ici les phénomènes célestes et ceux de la mer par la force de la gravitation, mais je n'ai assigné nulle part la cause de cette gravitation. Cette force vient de quelque cause qui pénètre jusqu'au centre du Soleil et des planètes sans rien perdre de son activité. Elle n'agit point selon la grandeur des superficies, comme les causes mécaniques, mais selon la quantité de la matière. Je n'ai pu encore parvenir à déduire des phénomènes la raison de ces propriétés de la gravité, et je n'imagine point d'hypothèse, car tout ce qui ne se déduit point des phénomènes est une hypothèse, et les hypothèses, soit métaphysiques, soit physiques, soit mécaniques, soit celles des qualités occultes,
ne doivent pas être reçus dans la philosophie expérimentale. Cette gravitation, Newton comprend parfaitement à quel point elle ressemble à une opération occulte de la nature. Il ne peut se défendre qu'en la présentant comme une hypothèse théorique, dont les conséquences s'accordent parfaitement aux observations, mais dont il ne connaît pas la cause. Entre parenthèses, 3 siècles plus tard, nous en sommes toujours au même point. Reste que c'est un bâton pour se faire battre, tendu à tous ses adversaires, à commencer par Leibniz. En 1716, il vit ses derniers mois. Il n'a jamais digéré le procès pour plagiat que les Anglais lui ont intenté quelques années plus tôt à propos du calcul différentiel. Il échange quelques missives avec Samuel Clarke. C'est le partisan de Newton que nous avons vu s'opposer à Roe. Leibniz est plutôt incisif. Ce moyen de communication est, dit-on, invisible, intangible, non mécanique. On pouvait ajouter avec le même droit, inexplicable, non intelligible, précaire, sans fondement, sans exemple. Mais il est régulier, dit-on, il est constant, et par conséquent naturel. Et je réponds qu'il ne saurait être régulier sans être raisonnable, et qu'il ne saurait être naturel sans être explicable par les natures des créatures. Si ce moyen qui fait une véritable attraction est constant, et en même temps inexplicable par les forces des créatures, et s'il est véritable avec cela, c'est un miracle perpétuel. Et s'il n'est pas miraculeux, il est faux. C'est une chose chimérique, une qualité occulte scolastique. Voilà, on ne saurait mieux résumer l'opposition à Newton. L'attraction universelle est ce dont précisément Descartes avait débarrassé la science, une qualité occulte scolastique. Cela jette un trouble durable. Même Voltaire, qui pourtant est parmi les défenseurs les plus ardents du newtonisme en France, renvoie dos à dos Descartes et Newton dans ses lettres philosophiques. Un Français qui arrive à Londres trouve les choses bien changées en philosophie, comme dans tout le reste. Il a laissé le monde plein et il le trouve vide. À Paris, on voit l'univers composé de tourbillons de matière subtile. À Londres, on ne voit rien de tout cela. Un peu plus loin, chez vos cartésiens, tout se fait par une impulsion qu'on ne comprend guère. Chez M. Newton, c'est par une attraction dont on ne connaît pas mieux la cause. Celui qui, en France comme à Berlin, sera le propagandiste le plus efficace est Maupertuis, le même qui a confirmé l'aplatissement de la Terre par son expédition en Laponie, celui que Voltaire ridiculisera avec Euler dans sa diatribe du docteur Akakia. Il sait expliquer la supériorité de la théorie de Newton beaucoup plus efficacement que Voltaire. Il le fait dans ce discours sur les différentes figures des astres, avec une exposition abrégée des systèmes de Descartes et Newton. La première édition date de 1732. Il sera réédité en 1742. Comme vous le voyez, Maupertuis a retenu la leçon de Fontenelle. Lui aussi offre un magnifique frontispice, somme toute peu différent de celui de Fontenelle. Il ne se contente pas d'expliquer la théorie, il ne fuit pas le fond du débat philosophique. Le mot d'attraction a effarouché les esprits. Plusieurs ont craint de voir renaître dans la philosophie la doctrine des qualités occultes. Mais c'est une justice qu'on doit rendre à M. Newton. Il n'a jamais regardé l'attraction comme une explication de la pesanteur des corps les uns vers les autres. Il a souvent averti qu'il n'employait ce terme que pour désigner un fait, et non point une cause. Tout effet réglé, quoique sa cause soit inconnue, peut être l'objet des mathématiciens, parce que tout ce qui est susceptible de plus et de moins est de leur ressort,
quelle que soit sa nature. Et l'usage qu'ils en feront sera tout aussi sûr que celui qu'ils pourraient faire d'objets dont la nature serait absolument connue. S'il n'était permis d'en traiter que de tels, les bornes de la philosophie seraient singulièrement resserrées. Nous allons laisser le mot de la fin à d'Alembert. Le texte qui suit est extrait du discours préliminaire de l'encyclopédie, écrit en 1751, l'année de la dernière édition du livre de Bion, un an avant le tout dernier combat de Fontenelle en faveur de la théorie des tourbillons cartésiens. Le jugement de d'Alembert est remarquablement équilibré. Si on juge sans partialité ces tourbillons devenus aujourd'hui presque ridicules, on conviendra, j'ose le dire, qu'on ne pouvait alors imaginer mieux. Les observations astronomiques qui ont servi à les détruire étaient encore imparfaites ou peu constatées. Rien n'était plus naturel que de supposer un fluide qui transporta les planètes. Reconnaissons donc que Descartes, forcé de créer une physique toute nouvelle, n'a pu la créer meilleure. Qu'il a fallu, pour ainsi dire, passer par les tourbillons pour arriver au vrai système du monde, et que s'il s'est trompé sur les lois du mouvement, il a du moins deviné le premier qu'il devait y en avoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les tourbillons de Descartes et l'attraction universelle de Newton, c'était plutôt copieux, vous ne trouvez pas? Ah bon, les tourbillons vous ont fait tourner la tête, et vous n'avez pas trouvé mieux comme vanne de fin. La prochaine fois, vous me laisserez faire. Ça ne sera pas meilleur, mais au moins, je saurai de qui ça vient. Ce ne sera pas une opération occulte de la nature.